Elle aurait favorisé l'engagement de ses petits copains français, traités avec mépris les productions théâtrales locales, de petites productions suisses de merde. Ce qu'elle conteste d'ailleurs. Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, plus grande institution théâtrale de Suisse romande, fait face à un tsunami de critiques et de commentaires haineux depuis une semaine et la révélation dans la tribune de Genève de possibles dysfonctionnements passés au sein de la Comédie. Séverine Chavrier serait arrogante, méprisante et selon elle, et les commentaires lus, surtout trop femme et trop française, répulsion. C'est vrai que son traitement fait fortement penser à celui de Jean Calvin, conspué puis chassé par les Genevois au XVIe siècle, après que ces derniers aient fait appel aux réformateurs français pour les sauver et avant qu'ils ne le rappellent par nécessité. Toute l'histoire de Genève en particulier, mais aussi de la Suisse, est faite de ce rapport compliqué à l'étranger proche, entre besoin et rejet. Et toute la question est là aujourd'hui du besoin que l'on a ou pas d'avoir une aussi forte immigration européenne en Suisse, française ici, allemande en Suisse alémanique et italienne, donc pour les parties septentrionales du pays. La population suisse semble dire clairement non, c'est trop. Au contraire de nos gouvernants, soutenant quasi unanime le paquet des bilatérales 3 avec l'Union européenne qui arrive, hasard du calendrier, cette semaine en fin de consultation. Lesquels ont raison? L'augmentation exponentielle de frontaliers et la libre circulation sont-elles réellement favorables à notre richesse et à nos besoins? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à tous nos invités. Benoît Gaillard, bienvenue. Bienvenue, merci. Merci à vous d'être venu du canton de Vaud. Vous êtes conseiller national socialiste pour le canton de Vaud. Vous défendez aussi les intérêts des travailleurs et des locataires, représentant notamment l'ASLOCA. Vous avez évidemment été cadre aussi pour l'Union syndicale suisse et vous avez été également conseiller communal à Lausanne. Je le dis parce que cette affaire effectivement de la Comédie concerne une institution de la ville de Genève. Alexandre Chevalier, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal, justement, en ville de Genève, chef de groupe UDC et aussi vous siégez dans la commission de la culture, la carte, celle qui s'occupe justement, commission tutélaire en fait, de la Comédie et de toutes les institutions culturelles du canton et ville de Genève, puisque c'est la ville qui s'en occupe. Vous êtes également vice-président de l'UDC Genève. Jonas Pellier, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes journaliste à la GFI, un journal économique, donc la GFI qui, ce jour, justement, parle des positions de l'économie face à ce paquet de bilatéral 3. Je l'ai dit, la consultation arrive à son terme, les cantons se sont prononcés, les villes aussi, la commission intercantonale s'est prononcée et les milieux économiques, sans trop de surprise, sont favorables, mais vous dites les réserves qu'elles émettent quand même, pas totalement unanimes derrière ces nouveaux paquets sur lesquels on votera dans probablement une année à voir, mais le débat est déjà lancé et les fronts sont déjà assez fermement campés. Et puis vous êtes évidemment directeur et rédacteur en chef du Regard Libre, magnifique mensuel dont on voit le dernier numéro consacré au mercantilisme de Trump. On voit aussi votre précédent numéro sur l'enfance en déshérence, on y consacrera probablement aussi une émission ou deux, probablement. Elles sont magnifiques d'ailleurs, vos couvertures. Merci. Très, très belles. Mireille Zaki, bienvenue. Merci Laetitia. Notre incroyable consoeur de Blick, journal qui s'en donne à cœur joie, lui aussi, sur tous les sujets suisses, les sujets internationaux. On voit vos chroniques, hein. Vous adorez effectivement chroniquer l'international, Millet, Trump, mais aussi évidemment les grands problématique des Suisses. Blick a sorti aussi d'ailleurs des articles récemment sur quels seraient les effets de ces bilatérales 3, notamment de l'augmentation de la libre circulation en Suisse. Ce sera au cœur de notre sujet. Et enfin, Philippe Ball, notre cher éditorialiste français. Travailleur immigré. Détaché. Et ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Et évidemment, une énorme plus-value pour Genève et pour notre émission. Donc, je commence par vous. On revient à cette histoire de la Comédie. Ce qui se passe autour de Séverine Chavrier, Alexandre Chevalier, est-ce que c'est l'expression de cette haine anti-français aujourd'hui qui polarise à Genève? D'abord, c'est l'expression du fait que vous pouvez être quelqu'un de très bien dans la création au niveau du théâtre, que vous pouvez être une grande metteur en scène, mais que vous pouvez être un piètre RH lorsqu'il s'agit de diriger des équipes et lorsqu'il s'agit de
de faire en sorte de faire quelque chose ensemble et en commun. Et ici, ce qui transparaît, au-delà de la question des insultes qu'elle aurait fait, notamment à ses propres troupes finalement, avec ce fameux hashtag PPDSM maintenant, dont on parle partout, c'est de savoir... Ce qu'elle dément, Séverine Chavrier, elle a démenti ça, je crois, sur votre antenne hier soir, effectivement. Oui, elle disait que c'était catégoriquement faux et qu'elle avait la preuve. Après, il y aura d'autres gens qui vous disent que c'est juste, donc on verra avec des enquêtes quelle est la vérité. Aujourd'hui, la ville, à travers de sa magistrate, a diligenté la Cour des comptes pour faire la lumière là-dessus. La Commission des arts et de la culture, dont vous avez rappelé que j'étais membre, va aussi auditionner l'ensemble des parties. Mais je crois qu'ici, il y a des responsabilités qui sont conjointes. Il y a celle de la Fondation d'art dramatique, qui est l'employeur de Mme Chavrier. Donc ça, c'est déjà important de savoir quelles sont les responsabilités. Il y a les personnes qui ont engagé aussi au niveau politique Mme Chavrier, qui était l'ancien magistrat, qui est M. Canaan, et qui n'est pas Mme Berthessa, qui hérite aussi de la situation. Mais il y a aussi, surtout, la tension de pourquoi cette femme ne s'est pas vraiment intégrée en arrivant déjà avec des équipes qui venaient de France. Et la tension, elle vient à partir de ce moment-là. Parce que moi, je considère que lorsque vous arrivez quelque part, d'abord, vous devez faire l'effort de vous intégrer, de vous assimiler au milieu dans lequel vous venez. Et si vous venez pour diriger un grand théâtre comme celui de la Comédie, eh bien, vous venez d'abord, en fait, peut-être sur la pointe des pieds, à vous intégrer, à comprendre qui est autour de vous, à comprendre le milieu local, peut-être à commencer par vous entourer par des locaux, et puis après, éventuellement, si vous avez des besoins extraordinaires, vous allez chercher des gens que vous connaissez parce que vous avez confiance en eux, notamment sur l'aspect de la gestion. Mais là, le démarrage est faux, et c'est ce démarrage qui crée une tension où on dit maintenant, ça suffit, basta. Je veux dire, il y a suffisamment de gens compétents ici pour qu'elle puisse prendre le pouls lorsqu'elle arrive et s'entourer de gens d'ici. Et encore une fois, arriver discrètement et pas arriver tambour battant avec des gens de l'extérieur, imposer une équipe et déjà donner l'impression que finalement, ici, excusez-moi du mot, on fait que de la merde. Il n'y a qu'à besoin en fait d'aller chercher des gens à Paris et à Orléans pour faire mieux. Ouais, mais on va toujours chercher, enfin très souvent, chercher dans les milieux de la culture des gens en France. La plupart d'ailleurs des directeurs de théâtre ou des directrices de théâtre, de grands théâtres, de musées sont issus et pas seulement à Genève, d'ailleurs dans le canton de Vaud aussi. Et il y a souvent ce type de réaction. Vincent Baudrier qui dirige dans le canton de Vaud le théâtre de Vidy, quand il est arrivé aussi, il y a eu ces mêmes critiques. On ne fait pas assez la part belle au local. Voilà, c'est Français pour qui ils se prennent. Donc est-ce que c'est un peu un passage obligé quand on arrive en Suisse, d'avoir cette espèce de fascination, puisqu'on est invité, on est reçu, on est convié, et en même temps de répulsion, c'est-à-dire pour qui ils se prennent ces Parisiens qui viennent nous expliquer comment fonctionne le monde. Bon, alors d'abord, je pense que du point de vue de la culture, on peut être en fait assez fier d'appartenir à cet espace francophone qui a donné finalement aux lettres, au théâtre, à l'art, ces plus grands auteurs historiquement. Et donc moi, je suis très fier de parler français. Le fait de parler français signifie qu'on est rattaché à cet espace-là et que donc ces échanges existent. On a peut-être en effet tendance à n'évoquer que ceux qui viennent. On oublie parfois qu'on est capable aussi, entre guillemets, d'en exporter. On a eu pendant un temps le directeur des rencontres de la photographie d'Arles, par exemple, qui venait de Suisse. C'est la manifestation d'art phare de la photographie. Sponsorisée aussi par Maya Hoffman, qui est une grande mécène baloise. Comité de recrutement. Je note que la manifestation phare de la photographie en France a pu à un moment donné être dirigée par quelqu'un qui avait fait ses classes en Suisse. Mais il y a beaucoup d'acteurs, de cinéastes, Jean-Luc Godard. Ne nous faisons pas plus étroits d'esprit que nous Vincent sommes. Pérez. Je crois que dans le quotidien, tous les Suisses romands, qui soient d'ailleurs très intéressés à la culture, moins intéressés à la culture, ils sont contents d'être des francophones, ils sont contents d'être dans cet espace culturel-là, et ils sont fiers des échanges qui peuvent se produire. Maintenant, en l'occurrence, moi je ne connais pas le cas particulier, j'ai lu des choses dans différents journaux, parfois les traitements ont l'air en effet légèrement outrés. Je pense, et c'est juste la deuxième partie de réponse que j'aimerais vous proposer, je pense que si ça fait autant réagir, c'est que c'est vu comme symptomatique. C'est pas simplement le comportement de cette directrice, c'est qu'on a l'impression, je pense beaucoup de gens, d'y voir quelque chose qu'ils ont vu ailleurs, qu'ils ont senti ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a chez les employeurs en général, ça concerne l'économie privée, ça concerne l'économie parapublique, ça peut même concerner des employeurs publics, à se dire, finalement, plutôt que d'aller bien chercher dans le marché du travail local, s'il n'y a pas des gens qui cherchent un emploi, qui ont peut-être une cinquantaine d'années, qui pourraient faire l'affaire, moyennant 6 mois de formation, de remise à niveau, d'adaptation à un nouveau poste, plutôt que de faire ça, c'est vrai que parfois, c'est très confortable d'aller chercher dans le marché du travail d'à côté des gens qui apportent déjà des qualifications. Je vous donne un autre exemple.
les gens en début de carrière, on sait, c'est confortable, plutôt que de former des apprentis, prendre des gens qui sortent de l'école, qu'on doit finalement faire entrer dans le monde du travail, c'est le principe de l'apprentissage. Tout le monde est fier, mais tout le monde n'a pas toujours envie de le pratiquer. Et ben, c'est évidemment pratique d'aller chercher des gens qui viennent de France, qui ont déjà une formation, etc. Donc moi, je pense que la raison pour laquelle ça fait autant réagir, c'est que les gens y voient le symptôme de ce phénomène-là, qui n'est pas souhaitable. Et moi, je le dis ici, et malheureusement, dans le parti de M. Chevalier, on ne trouve pas souvent des alliés pour ça. On doit probablement mettre des règles un peu plus strictes. Dans le parti d'Alexandre Chevalier, l'UDC non. Alors, est justement celui qui lance des initiatives anti-Europe, Oui, mais anti-Europe, c'est facile. Anti-immigration. Mais anti-Europe, c'est facile. Vous savez, avant qu'on ait la libre circulation des personnes, il y avait déjà des frontaliers, on avait déjà des contingents, on avait davantage de travailleurs étrangers en Suisse en proportion qu'on en a aujourd'hui. Ça, c'est important de le dire. Moi, ce que je dis, c'est que on doit renforcer, ce genre de crise doit nous amener, à mon avis, à renforcer la formation en Suisse, les contraintes sur les employeurs, qu'ils soient d'ailleurs publics, parapublics, privés, pour former des gens, prendre des jeunes Suisses, les former. Oui, c'est compliqué. Oui. On va y venir parce que c'est tout le cœur du débat. Mais c'est à ça que doit aboutir ce genre de scandale, c'est à ce genre de conclusion. S'il y a des malversations, qu'elles soient sanctionnées, évidemment, je ne le conteste pas. Pas de malversation, c'est la façon... Il n'y a pas des mauvais comportements ou des mauvaises gestions. Il faut que ce soit sanctionné. Mais la raison pour laquelle les gens réagissent à ce point-là, c'est qu'ils voient bien qu'il y a une espèce de libre service des employeurs et que ça ne leur correspond plus. Mais la coalition pour essayer de mettre davantage de pression sur ces employeurs et qui viennent chercher dans le marché du travail et qu'ils acceptent, je termine là-dessus, qu'ils acceptent quelque chose qui était évident pendant des années, c'est de dire quand on engage quelqu'un, et ben peut-être pendant 3 mois, 6 mois, il faut Benoît Gaillard, on va faire le débat. Vous me lancez sur la comédie, moi j'ai pas envie de faire juste sur la comédie. Mais juste, Philippe, vous la connaissiez, Séverine Chavrier, c'est quelqu'un qui rayonne en France. Je sais qu'elle a travaillé à Orléans, à la Maison de la Culture d'Orléans, mais je ne sais pas ce qu'a produit la Maison de la Culture d'Orléans, enfin la scène nationale d'Orléans. Quand même, je voudrais dire un truc, c'est que je connais le service public de l'audiovisuel, je connais un peu aussi celui de la culture. Comment dire, c'est très susceptible. Si vous demandez à un régisseur de côté jardin d'allumer un projecteur côté cour, vous avez un tract. C'est assez compliqué dans le théâtre public. Les susceptibilités sont très à fleur de peau. Vous dites bonjour, comment ça va? L'autre, il cherche à m'exploiter. Vous voyez, il y a un problème. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est compliqué. C'est devenu un monde à part, le monde de la culture. C'est un monde à côté du monde. On ne peut pas juger, nous qui sommes extérieurs, qui sommes dans un monde normal, avec nos yeux à nous, ce qui se passe dans ce monde-là, qui est extrêmement codé. Le moindre geste est surinterprété. Donc, un metteur en scène, alors je ne la connais pas, je ne connais pas l'affaire, mais un metteur en scène, c'est quelqu'un qui donne des ordres qui doivent être obéis. C'est comme un chef d'orchestre. Le jour où dans un orchestre, ça ne se fait pas encore dans les orchestres, ça ne va pas tarder, mais le jour où on va dire, mais le chef d'orchestre, vous avez vu comment il m'a parlé? Ça en sera fini de la musique. Parce que ça doit faire... C'est un jeu. Si on ne rentre pas dans ce jeu de faire corps devant le metteur en scène, pour arriver à faire quelque chose de vraiment important artistiquement, on ne peut pas arriver. Le musicien, il doit être un avec l'orchestre. Et le chef d'orchestre est là pour l'ordonner, pour exercer une autorité. Le problème, c'est que l'exercice de l'autorité dans les services publics aujourd'hui, c'est devenu extrêmement labyrinthique. Il faut passer par... Vous voyez, c'est impossible, quoi. Ça devient vraiment très difficile. Je vous assure que c'est compliqué. Et peut-être qu'il faudrait simplifier les rapports parce que le sens que l'on a de l'offense est devenu exacerbé. Un regard est une offense. Donc, Alors, je vais faire réagir Jonas Follonier, qui a écrit un livre justement sur le wokisme. Est-ce que là, on est... Bon, ce qui est assez... rigolo dans cette affaire, c'est qu'effectivement, ce sont des milieux de gauche qui sont... Enfin, ceux qui attaquent Séverine Chavrier, ce sont des gens de gauche, justement, qui lui reprochent son traitement dictatorial. En même temps, Séverine Chavrier fait plutôt une culture de gauche. Donc, est-ce que là, on est... Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue avec... Est-ce que, effectivement, ces milieux culturels, aujourd'hui, c'est un peu trop chouchouland? C'est pas nouveau que la révolution mange ses enfants, hein. C'est ce qu'on observe tout le temps. On n'est jamais assez de gauche. C'est pour ça que plein de personnes qui étaient jadis de gauche ne sont plus considérées comme étant de gauche, vu que la gauche change tout le temps et puis qu'elle veut toujours être plus à gauche qu'elle-même.
et puis que l'offense est effectivement devenue une espèce de mot-clé pour qualifier des mots qui seraient violents, alors que la violence, c'est autre chose que des mots. La violence, elle est d'abord physique. Maintenant, on arrive à un point où on peut assassiner des opposants politiques parce que ces mots étaient violents. C'est très dangereux, cette tendance, et il ne faut jamais croire que ça concerne seulement les États-Unis ou la France, vue de Suisse, effectivement aussi là. Mais je pense que dans cette histoire, on mélange un peu tout. Si effectivement, cette dame a prononcé des mots sur les productions suisses qui seraient de la merde, c'est complètement regrettable. Elle le nie. Elle le nie. Elle le nie. On va juste l'écouter parce qu'elle était sur... Je vous redonne la parole juste après. On l'écoute parce qu'elle était sur notre antenne. Hier, elle réalisait justement que c'était archi faux et que c'était une cabale. On l'écoute. Séverine Chavrier. 80% de l'argent mis en coproduction va à des artistes romans. Donc il me semble qu'il y a là des informations qui sont tout à fait fausses et qui visent évidemment à me nuire et à nuire au travail magnifique que font mes équipes et au succès de la comédie. Parce que la saison dernière, c'est 60 000 spectateurs, la comédie. C'est des salles debout, des gens qui se lèvent. Vous voyez, c'est des productions qui tournent aussi à l'international et c'est l'idée que cette comédie essaye aussi de faire passer des artistes romans à l'international. Oui, donc elle montre effectivement qu'une grande partie de l'argent est quand même consacrée à la défense de la scène romande et puis que justement, avec ces réseaux, eh bien, elle les place en France de façon judicieuse. Et ce qui est important, c'est de distinguer les différentes choses, puisque ce qui compte, et là je rejoins pleinement Philippe Val, c'est la qualité des œuvres. C'est la qualité des œuvres, l'art qui est censé nous élever, etc. Mais que ce soit une Française, on connaît aussi beaucoup de Suisses qui disent les productions suisses, elles ne sont pas terribles, quoi. Il faut quand même aller du côté de la France pour voir des beaux films. Et donc, je rejoins aussi Benoît Gaillard sur la question. Il y a une série franco-suisse pas mal, qualité. Le Deal, qui est en train d'être diffusé en France. C'est un travail de Suisse aussi, c'est génial. Vous avez des grands réalisateurs. Tanner, des grands réalisateurs qui nous sont précieux en France. Hein. Et n'oublions pas les auteurs que nous partageons, Benjamin Constant, Jean-Jacques Rousseau, etc. Mais ça remonte un tout petit peu. Mais justement, Mireille Zaki, le paradoxe de cette affaire-là, c'est qu'aussi on est sans arrêt à critiquer aussi justement la production locale en disant c'est un milieu déjà de l'entre-soi qui se distribue des postes, qui se distribue des subventions pour produire on ne sait pas trop quoi. Et là, effectivement, on essaye d'attirer les gens d'extérieur et ça marche quand même pas. Oui, parce que dans le fond, personne n'est immunisé contre l'entre-soi, l'entrisme. Et là, je crois que le problème, ce n'est pas la qualité de telle ou telle production, la comparaison entre la production suisse et française, mais vraiment des pratiques d'entrisme qui font que tout d'un coup, on a l'impression que on voit une visibilité de Français à des postes à la fois prestigieux, mais aussi dans les services, parce qu'on n'est pas encore venu à la question plus large des frontaliers. On y arrive. Oui. Et la transition. Et il y a un ras-le-bol qui n'est pas du tout limité uniquement au secteur de la culture, en réalité, ni à la qualité des productions, ni aux fonctions d'un metteur en scène, mais qui est beaucoup plus généralisé, avec des anciens ministres parisiens qui débarquent pour enseigner à l'EPFL et qui sont accueillis. Ils sont co-responsables de la dette pour expliquer comment on gère les États. Ils sont moins bons pour gérer la dette en France que pour enseigner à l'EPFL, peut-être. Et donc, il y a... C'est pas l'EPFL, c'est à l'Uni de Lausanne. C'est le joint venture entre l'EPFL, l'Uni de Lausanne. Voilà. Oui, d'accord. C'est très compliqué, ces choses. Exactement. On est aussi dans un contexte où, depuis 3 ans, après avoir inauguré le Léman Express, on a eu un afflux record de frontaliers. Donc, on a dépassé tous les records précédents, c'est-à-dire que l'inauguration du Léman Express a simplement augmenté l'affluence, comme beaucoup l'avaient prédit d'ailleurs. Et donc, on dépasse les 20 000 nouveaux frontaliers par année à Genève pour arriver aujourd'hui à 115 000. Et c'est le record absolu. Et fait intéressant, les partis politiques de droite, effectivement, comme l'a dit justement Benoît Gaillard, mettent un peu en sourdine tout l'aspect de l'accueil de frontaliers dans l'économie privée. Même le MCG, qui avait fait des frontaliers sa première ligne éditoriale, il a mis ça en sourdine pour parler uniquement de la nécessité d'avoir moins de frontaliers à l'État, parce qu'il ne veut pas contrarier les entreprises. À cause de cette alliance de droite qui s'est formée, n'est-ce pas, l'UDC, le PLR et le MCG se sont tous mis à se dire, bon, on va avoir nos intérêts communs, nos lignes communes, mais sur l'histoire de dire, j'accuse les entreprises de vouloir de profiter finalement
de salaires plus bas, ce qui est évident, ça on peut aller en détail là-dedans, de prétentions salariales plus basses, en pompant de l'autre côté de la frontière. Au lieu de s'attaquer à ça, on reste un peu sur des sujets plus safe, qui nous mettent moins en bisbille avec les milieux économiques, qui sont les principaux sponsors de cette nouvelle alliance de droite, dans laquelle le centre n'a pas voulu d'ailleurs s'impliquer. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est un peu laissé à la population genevoise, finalement, aux travailleurs genevois, de s'inquiéter de la concurrence avec des employés énormément présents dans les secteurs des services, l'hôtellerie-restauration, les coiffeurs, etc., les organes vendeurs. publics, l'État de Genève, la ville de Genève. Oui, mais aussi dans l'économie privée, très très important l'économie privée, parce que c'est là où le gros de l'effectif se trouve. Pourquoi ? À cause de cet effet d'aspiration des entreprises qui accroissent ainsi leurs marges en ayant le plus de compétences, le plus gros vivier de l'autre côté de la frontière pour le minimum de salaire. Et tout ça, ça nivelle les salaires genevois par le bas. Mais qu'est-ce que ça fait aussi ? Ça a un lien avec le taux de chômage à Genève qui est le plus élevé en Suisse, l'un des plus élevés en Suisse avec Neuchâtel, 4,4% de chômage. Si vous regardez maintenant qui sont les chômeurs dans quel secteur, vous trouvez que c'est exactement les secteurs là où se trouve le plus de frontaliers, c'est-à-dire hôtellerie-restauration, finance, assurance, construction, santé, etc. Ça coïncide parfaitement. Voilà. Donc les chiffres attestent d'un phénomène beaucoup plus large. Mais c'est vrai. Alors là, on va voir le sujet que la RTS, nous, on le dit depuis un moment. On le dit depuis un moment qu'il y a beaucoup de DRH qui sont français. Et puis pendant très longtemps, d'ailleurs, les partis, dont le vôtre à Genève, disaient non, pas du tout, il n'y a pas de souci, etc. Là, la RTS, effectivement, a fait un sujet tout récemment qui montrait que à peu près 50%, mais peut-être probablement plus, parce que ça ne comprend que les gens qui habitent en France et qui viennent travailler en Suisse, pas ceux qui sont installés en Suisse, des DRH sont français et donc évidemment vont avoir une tendance à engager des Français parce qu'ils savent d'abord lire leur CV, parce que pour entrisme ou pour d'autres raisons. On regarde ce petit sujet, puis je vous donne la parole, Alexandre Chevalier, pour voir comment aujourd'hui vous réagissez justement à cette situation qui, pour vous, était sans problème jusque-là. C'est quoi cette histoire de DRH frontalier à Genève? Selon une enquête menée par l'émission Vraiment, près d'un poste de DRH sur 2 à Genève serait occupé par un frontalier. C'est une estimation, pas une statistique officielle, mais elle reflète une tendance lourde du marché genevois. Concrètement, sur les fonctions RH de haut niveau, les entreprises genevoises recrutent très largement dans le bassin transfrontalier. En croisant des données françaises et suisses datant de 2022, on obtient environ 45% de DRH actifs frontaliers dans le canton. L'actualité a ravivé le débat. Après la nomination fin septembre d'une DRH frontalière au TPG, les réactions ont explosé sur les réseaux sociaux. Le contexte roman aide à comprendre. Depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des travailleurs en 2002, le nombre de frontaliers en Suisse a augmenté d'environ 250%. Pour rappel, un frontalier, ça peut être un Français qui vient bosser en Suisse, mais aussi un Suisse qui s'installe en France puis qui vient travailler en Suisse. Genève en concentre une grande part, environ 114 700 au milieu de 2025, soit près de 28% de l'ensemble des frontaliers actifs en Suisse. Donc c'était un sujet de la RTS, l'émission Vraiment, une très bonne émission. Alexandre Chevalier, vous avez tout d'un coup vu la lumière, vous avez réalisé qu'il y avait un petit souci, en tout cas que c'était vécu comme tel par la population genevoise. On ne s'est pas réveillé maintenant. Alors d'abord, il y a différents éléments. Le premier, c'est juste sur la petite critique sur ce reportage qui est fait par une frontalière elle-même. Donc, elle le dit d'ailleurs. Oui, alors elle l'assume elle-même. Et donc on voit quand même un peu l'entrisme aussi de la RTS là-dedans. Vous avez une frontalière qui fait un sujet sur les frontaliers pour débunker, soi-disant, le fait que, oh non, ces frontaliers ne posent pas tellement de problèmes que ça. Enfin, tout ça, bon, ça fait partie aussi d'un jeu, on comprend bien. Mais disons que la crédibilité, elle est toujours un peu remise en cause, un peu entachée quand on voit que finalement, c'est les mêmes personnes qui font l'entrée et la sortie sur ce type de reportage parce qu'il y a forcément un biais, même si on veut être le plus objectif possible sur le fait qu'elle-même est dans cette situation-là. Bon, c'est une très bonne journaliste. C'est une très bonne journaliste qui. Voilà, ça c'est votre. Le biais va dans quel sens, M. Chevalier? Je suis désolé, je ne comprends pas. C'est pas votre accusation, parce que là, vous faites des mots couverts. Non, il n'y a pas une accusation. Il y a simplement, en fait, elle l'assume. Elle le dit, je suis frontalière, je fais quelque chose sur les frontaliers pour débunker, en fait, le fait que les mythologies sur le trop de frontaliers, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comment ça influe. Après, il faut voir tout le reportage pour
bien comprendre en fait qu'il y a plein d'excuses qui sont données dans ce reportage pour dire que finalement c'est pas si grave que ça. Et donc pour essayer de dire non, le problème des frontaliers est un problème de ressenti et pas un problème réel, chiffré. Et je pense que là on touche le cœur du problème. En l'occurrence sur cet extrait-là, elle donne plutôt raison. Alors là, elle donne plutôt. Alors sur l'extrait sur l'extrait des RH, c'est quelque chose qu'on vit effectivement dans le privé. Moi, je l'ai vécu dans le milieu aussi bancaire, où vous avez des gens qui sont engagés plus facilement, même parce qu'ils ont un parcours en France. Un parcours d'études en France, ils sont privilégiés, même s'ils sont par exemple suisses ou franco-suisses, mais le fait d'avoir un parcours en France sont privilégiés. Dans les banques, je crois que dans les banques, il y avait justement obligation d'être résident suisse. Alors, une chose, c'est d'être résident en Suisse, mais après, c'est la gestion. Une chose, c'est la question de la résidence, l'autre chose, c'est la question de votre parcours. Et ce que disait tout à l'heure Mirette avec raison sur la question de l'entrisme, en fait, dans les RH, ça veut dire qu'un RH va regarder dans votre parcours, si vous avez même en tant que Suisse, mais si vous avez une expérience dans une banque française, si vous avez un parcours un peu français au niveau de vos études, si vous avez une expérience en France, etc., ça va être privilégié aussi. Et donc, vous allez vous retrouver finalement, pas parce que vous êtes Suisse engagé, mais parce que vous êtes un Suisse qui a un peu d'expérience avec la France. Et donc c'est ça qui est choquant, évidemment, pour ceux qui n'ont pas ce parcours-là et qui ne peuvent pas, en fait, jouer de ça non plus lors des entretiens. Mais ce qui est très intéressant, et notamment avec ce genre de reportage, c'est que, bien évidemment, on va vous parler macro. On va vous parler des chiffres, on va vous parler en fait de ce que ça veut dire en termes absolus. Et puis après, il y a la manière dont les gens sont en train de vivre ça. C'est-à-dire, alors on vous dit on ne peut pas faire la politique sur du ressenti, mais ce n'est pas du ressenti, c'est du quotidien. Ce sont des gens qui passent des entretiens, qui ne sont pas choisis et tout d'un coup, en fait, ils savent qui est choisi et c'est un frontalier. Ce sont des gens, en fait, qui n'ont pas un parcours français et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui en avait un et qui a été choisi à leur place. Et c'est ça qui pose aujourd'hui fondamentalement problème. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer, et à raison, à avoir des gens qui sont engagés uniquement parce qu'ils conviennent mieux, et c'est dit, ça d'ailleurs assez honnêtement dans le reportage, ils conviennent mieux en termes de parcours, ils conviennent mieux en termes d'idées, même d'idéologie, parfois. C'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc, on ne s'est pas réveillé aujourd'hui. Simplement, le politique a une limite, et ça n'a pas attendu l'alliance du centre de droite qu'il y a eu pour les élections, où le centre d'ailleurs n'est pas venu. C'est simplement que le politique essaie d'agir là où il peut immédiatement, et donc le combat est d'abord dans les régies publiques. Et pourquoi ça fait toujours scandale? C'est parce que c'est là où vous avez prise en tant que politique, dans les régies publiques municipales, dans les régies publiques cantonales. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans l'économie privée auprès des employeurs pour les forcer. Comment allez-vous contrôler ça dans l'ensemble des entreprises? Donc c'est quelque chose en fait effectivement éminemment culturel qui doit changer. Mais si on élargit le propos, non seulement Genève évidemment est au cœur de ça, mais vous avez d'autres cantons et un canton qui se levait contre le nouveau traité qu'on va voter avec l'Union européenne, mais un en particulier qui est contre, et je voulais le citer, c'est le Tessin, parce que le Tessin est un espèce de no man's land totalement à l'abandon de la Confédération depuis longtemps, et qui souffre aussi, comme on souffre de cette venue de frontaliers français, de frontaliers italiens. Faut-il rappeler quand même qu'à une époque, M. Guéard disait qu'il y avait plus d'étrangers en Suisse avant les bilatérales, lorsqu'il y avait des contingents, sauf qu'il y avait quand même une définition du frontalier qui était sur un espace géographique. Aujourd'hui, frontalier à Genève, ça veut dire quelqu'un qui vient d'Orléans, Paris, comme on a parlé pour la culture, mais aussi souvent en fait de Montpellier, Nice, Marseille. Comme vous avez des gens qui viennent plutôt en fait de la Calabre et de la Sicile au Tessin plutôt que de la région du lac de Caume. Et donc ça change aussi la sociologie des choses. Puis la question principale quand même, parce que moi je faisais référence dans mon éditorial à Jean Calvin, mais ce n'est pas seulement Jean Calvin. Hein. Quand Genève, justement, au moment de la réforme, a doublé sa population en accueillant des Français persécutés, il y a eu des réactions extrêmement violentes. Donc effectivement, démographiquement, ça a été un choc pour Genève, avec la prospérité qu'on connaît, puisque c'était des gens qui ont amené l'horlogerie, la banque, mais en même temps, là, c'était un défouloir. Les Genevois disaient il faut tous les mettre au Rhône, c'est ça le français, qui retournent chez eux, ils les frappaient, enfin, c'était la crispation. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette immigration, qu'elle soit frontalière ou immigration européenne quand elle s'installe ici, est-ce que c'est une vraie plus-value, comme je prends l'exemple des Huguenots à l'époque de la Réforme, ou bien ça n'est pas une vraie plus-value? Parce que c'est ça aussi le cœur de la question. Est-ce qu'ils nous font du bien? Est-ce qu'ils irriguent notre économie? Est-ce qu'ils nous font prospérer davantage ou pas? Mirezaki, et puis après Jonas Foloni. Alors, tout d'abord, les faits,
c'est vrai qu'il y a un déficit structurel avec 240 000 résidents pour 400 000 emplois. C'est ce qui est souvent dit. Et donc, il y a un besoin structurel d'aller trouver de l'autre côté de la frontière, indépendamment des qualités humaines de chacun qui sont à juger après par une étude peut-être scientifique, mais il y a des compétences de l'autre côté, effectivement, des gens formés, etc. Mais ce n'est pas une fatalité non plus que de faire ce choix parce qu'on pourrait opter pour beaucoup plus de formation. C'est l'exemple du Tessin que citait Alexandre, on peut un peu approfondir. Le Tessin a réussi en fait à réduire le nombre de frontaliers italiens en 2024, pour la première fois depuis 2002. Fait incroyable. Comment ? C'est aussi par la réglementation. Tout simplement, la Suisse et l'Italie ont discuté d'imposer un nouvel impôt. En plus de l'impôt à la source prélevé sur le travail frontalier en Suisse, il y a un impôt italien qui s'est ajouté et qui a augmenté de 10 à 30% la fiscalité des frontaliers italiens. Résultat, beaucoup moins d'afflux, ce qui montre que c'est tout à fait possible, parce que l'Italie avait exactement... Ça l'intéresserait peut-être effectivement de fiscaliser ces frontaliers. Mais Genève ne s'est pas beaucoup inspiré parce qu'ils ont continué dans une toute autre direction, mais ça montre tout à fait que ce serait possible de discuter. Genève tire de l'impôt. Alors, ouais. Jonas Follonier, puis après Benoît Gaillard. Jonas Follonier, justement, est-ce que l'économie, parce que vous êtes un grand libéral, le Parti libéral évidemment est à fond derrière ce package, nouveau package, mais aussi de toute façon derrière la libre circulation et d'ailleurs derrière le fait qu'on ait beaucoup de frontaliers, qu'on ait beaucoup de ressortissants de l'Union européenne. Est-ce que c'est favorable ou pas à l'économie ? Est-ce que justement c'est sur le dos de la population que ça se fait ou pas ? Alors, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on a des chiffres qui nous permettent de rappeler certains faits et de se demander ce qu'on entend par plus-value. Parce que votre question, c'était, est-ce que c'est une plus-value pour l'économie ? La croissance en Suisse, alors comme toute croissance, elle peut venir de deux façons. Soit il y a plus d'habitants et donc l'économie croît, le gâteau croît parce qu'il y a plus de personnes pour le produire, mais aussi pour le manger. C'est pour ça que la question, est-ce que ça profite ou pas, elle est intéressante. Soit l'économie croît parce qu'on est plus productif, parce que le nombre d'habitants à un niveau stable produit plus ou produit mieux. Soit il travaille plus par heure, donc il est plus productif. Et ce qu'on observe, c'est que les 10 dernières années, plus de la moitié de la hausse du PIB en Suisse est due à la hausse de la population. Donc c'est pour ça que ça crée des crispations qui dépassent largement le dossier là, il y a une corrélation. Des frontaliers. Plus on augmente la population, la Suisse est d'ailleurs le pays d'Europe qui augmente le plus sa démographie, plus on l'augmente, plus notre PIB augmente. C'est corrélé, complètement. Oui, et c'est naturel que les entreprises cherchent à embaucher des gens quand il y a une pénurie de main-d'œuvre. La question, c'est est-ce qu'on est prêt en tant que Suisse à vouloir continuer de ne pas adapter les infrastructures. Le peuple a refusé la construction de nouvelles autoroutes, par exemple, en sachant qu'il y a une grande arrivée de population chaque année, sans que nous-mêmes nous travaillions plus. Je rappellerai que le nombre d'heures travaillées par semaine, par année, par habitant en Suisse est tendanciellement beaucoup plus à la baisse que dans les autres pays européens. Si, c'est juste. J'ai les chiffres. Sauf que il faut corriger ça avec l'augmentation de la participation au marché du travail. Et ça donne le fait que on est stable. Le taux d'activité est stable, c'est-à-dire que le fait que les femmes travaillent plus est compensé par le fait que les hommes travaillent tendanciellement plus en plus à temps partiel. Dites que c'est stable, dites pas que ça baisse, ce serait correct. Le taux d'activité est stable, mais le nombre d'heures travaillées donc à la fin, ça s'équilibre et c'est stable. Non, le PIB par habitant est de moins en moins un facteur de la hausse du PIB tout court, et en plus, il baisse la hausse décélère plus. Donc vous voulez dire individuellement, chaque Suisse retire moins de PIB, ce que je veux dire en résumé, plus il y a de gens qui travaillent. Mais ça dépend des règles des entreprises elles-mêmes. Ça, c'est la demande de travail des entreprises implantées ici. Oui. Ce n'est pas les Suisses, c'est les réglementations des entreprises. L'économie suisse, donc effectivement des entreprises. Alors, mais tout compter, on a besoin de personnes, mais la question c'est à quel prix. Est-ce que le Suisse, à la fin, le Suisse, ou en tout cas le résident suisse depuis longtemps, à la fin du compte, il a davantage dans son porte-monnaie globalement avec une augmentation de ces travailleurs européens ou pas ? Oui, mais de moins en moins. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut de plus en plus aller vers une croissance qui est uniquement due à la hausse démographique, en plus sans qu'on adapte nos infrastructures, sans qu'on réforme le marché du logement, etc. Soit est-ce qu'on veut se dire, est-ce que l'innovation, qui a fait quand même un peu le succès de la Suisse, est-ce qu'on ne veut pas aussi un peu travailler dessus ? Et là, les partis sont un peu
muet sur le sujet parce que c'est pas très sexy de dire aux Suisses travailler plus. On a toujours cette image de la Suisse qui travaille beaucoup plus que les autres, etc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là? C'est vrai. Que les frontaliers travaillent plus. Laissez-moi finir une phrase. Non, est-ce que Jonas Follonier dit... Non, attendez, je vous laisse répondre après. Mais est-ce que Jonas Follonier... Vas-y. Bien sûr que dans l'absolu, on travaille encore plus que les autres, mais la hausse du nombre la baisse, pardon, elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus forte, plus rapide que dans les autres pays européens, que dans la moyenne de l'OCDE et que dans la moyenne de... Ce qui veut dire, c'est qu'il y a un sentiment de trop-plein qui s'explique par ça. Tout ça, c'est sous-jacent et c'est pas toujours dit. Et la question, c'est quel équilibre on trouve. Et la question des accords avec l'UE, ce sera ça le débat. OK, on a besoin de monde, mais à quel prix? Donc, est-ce qu'il ne faut pas doser un peu? Et le problème, c'est qu'avec l'UE, c'est soit tout ou rien. Donc, il va falloir trouver le moyen d'activer le plus possible notre marge de manœuvre pour avoir une certaine maîtrise de notre migration. Quand on est à 80 000 personnes par année dans un pays comme le nôtre, 9 millions d'habitants, c'est quand même énorme. Donc, c'est un sujet alors, ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris aussi, Jonas Follonier, c'est aussi de dire que les Suisses, ils veulent moins travailler. Oui. Et donc, on a besoin de gens qui viennent faire les boulots qu'on n'a pas envie de faire et compenser les heures et les pourcentages d'heures qu'on n'a pas envie. En moyenne, les gens qui viennent de l'UE travaillent plus d'heures par semaine que les Suisses. En Suisse? Oui, tout à fait. L'OFS le montre. Alors tout d'un coup, les Français travaillent moins quand ils sont en France, mais quand ils viennent en Suisse, ils travaillent plus que les Suisses. Alors ça, j'aimerais les c'est très intéressant. Absolument pas. C'est l'OFS. Voilà. Alors bon, cela dit, vous avez des restrictions. En attendant, il y a une consultation. Les cantons, elles sont largement majoritairement favorables. Les villes aussi et les partis, sauf l'UDC, dont le Parti socialiste est derrière ce nouveau package d'accords bilatéraux qui font déjà réagir et qui augmentent encore la possibilité d'avoir davantage de frontaliers ou de travailleurs européens. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire le statut de frontalier, il ne change pas du tout. Mais moi, j'aimerais juste dire une chose ici, parce que honnêtement, ça m'agace quand on donne l'impression que nos concitoyens, les gens qui habitent en Suisse, qui travaillent en Suisse, seraient en train de se faire pousser des poils dans la main ou que sais-je. On est le pays d'Europe où le nombre d'heures travaillées sur la vie entière est le plus élevé, parce qu'on a un âge de la retraite qui, en comparaison, est plutôt dans le haut du panier, et on a une durée du temps de travail hebdomadaire qui est plutôt élevée. Donc, je peux entendre qu'il y a des tendances. Qu'est-ce que font les gens? En fait, le travail est devenu très intense, donc ils se financent, en fait, avec des temps partiels, des réductions de temps de travail pour tenir. Parce que souvent, la pression fait que, sans la demi-journée, la journée de congé, on a l'impression qu'on n'y arrive plus. Voilà. Donc, mais juste pour boucler ce travail, on est un peuple de travailleurs, on est un pays de travailleurs, on est des gens qui bossent, et c'est une valeur qui est au centre de la Suisse. Moi, j'accepte pas qu'on nous dessine tout à coup le portrait de gens en Suisse qui se la couleraient douce. Honnêtement, ça m'agace, et j'ai pas envie de laisser passer ce genre de choses. Je le répète, le plus grand nombre d'heures travaillées sur la carrière entière, et c'est la seule grandeur qui compte. Mais vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des temps partiels, qui veulent moins travailler. Je ne dis pas que ce n'est pas illégitime, mais c'est que c'est une réalité, non? Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des hommes, c'est vrai, qui historiquement étaient tous dans le travail à temps plein, qui sont en train d'entrer dans le temps partiel, souvent plutôt à 90-80%. Et puis vous avez en revanche des femmes dont le taux d'activité moyen ne cesse de progresser. Donc si on prend la vie réelle des gens, c'est bien marrant, l'OFS, les statistiques, etc., les familles, quand on pense des familles, les papas, mamans, où ils peuvent être deux papas, deux mamans, ça m'est égal, le taux d'activité des deux personnes qui élèvent des enfants, pour prendre ça comme modèle, il a fait que d'augmenter depuis 20 ans. Donc les gens concrets qui nous écoutent, qui nous regardent, ils le savent, on bosse de plus en plus. Et c'est pas parce que le taux d'activité moyen descend un petit peu, parce que tout le stock d'hommes qui bossaient à 100% prennent un petit peu des temps partiels, qu'il faut se laisser avoir par le fait que les gens travaillent moins, car en réalité, c'est largement compensé par le fait que les femmes augmentent en moyenne leur taux d'activité de manière continue depuis 20 ans. Maintenant, pour parler 2 minutes des frontaliers, moi j'aimerais dire déjà, arrêtons avec les lectures identitaires. Il n'y a pas les Français aiment les Français, les Suisses aiment les Suisses. Enfin, je veux dire, vous êtes bien placé à Genève, je le dis en tant que Vaudois, je l'ai dit tout à l'heure, on a un espace culturel conjoint, il y a des différences, mais en réalité, complètement mixtes. Mais c'est pas une espèce de racisme anti-suisse qui s'explique. Ce qui s'explique, alors, c'est très clair, c'est que quand vous êtes directeur des ressources humaines, vous avez souvent comme indicateur le fait d'engager au meilleur prix. Et le meilleur prix, ça veut dire quelqu'un qui est opérationnel tout de suite, que si possible vous ne payez pas trop cher et qu'il n'y a pas besoin de former. Bon, et effectivement, de ce point de vue-là, entre
mettre quelqu'un en apprentissage et se dire dans 3 ans il aura un CFC, il pourra remplir mon job, ou engager quelqu'un qui a un BTS en France, eh ben malheureusement le choix il est vite fait. Entre vous dire je vais chercher un chômeur genevois qui a une 50aine d'années, il faut peut-être pendant 6 mois que j'admette qu'il soit un peu moins productif, et après il sera dans le truc, etc. Il coûte cher, donc vous allez prendre un jeune français déjà formé, vous avez compris le raisonnement. Coûte moins cher. Et moi maintenant je vais vous dire une chose. Avant la libre circulation des personnes, il y avait déjà le statut de frontalier. Attention, scoop. Il y avait 80 000 frontaliers français en Suisse avant la libre circulation des personnes. Donc la question c'est, est-ce qu'on va vers les employeurs? Et là, M. Chevalier, vous vous en tirez à bon compte. 400 000. On peut tout à fait agir sur les entreprises privées, ça ne pose absolument aucun problème. Donc il y a plus de 4 fois le nombre, ça a augmenté de plus de 4 fois. Oui, mais entre-temps, le nombre d'emplois a aussi plus que doublé. D'accord, mais c'est plus que doublé. Mais là, on dit x4, on ne dit pas x2. Oui, mais excusez-moi, il faut quand même qu'on soit un peu factuel. On s'invente l'histoire que la résiliation de la libre circulation des personnes ferait disparaître les frontaliers. Je veux juste que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sachent que c'est faux. Maintenant, moi, j'aimerais quand même dire, si on va dire maintenant aux entreprises de manière décidée, vous devez conclure des conventions collectives avec des salaires dans toutes les branches où ça n'existe pas, dans l'informatique, dans la banque assurance, on en a parlé. Et là, vous éviterez les problèmes de dumping salarial. Et ensuite, il faut contrôler, évidemment, que ces salaires soient respectés. Si vous allez dire aux entreprises, et c'est parfaitement possible de le faire avec les entreprises privées, venez à Berne, dites-le à vos collègues, on le fait demain, la loi. On leur dit, vous devez former des apprentis, pas vous pouvez. On leur dit, vous devez, parce que c'est votre contribution, vous profitez de cette croissance, et ben vous devez former des apprentis. Et ben tout à coup, on aura davantage de gens avec des bons CFC suisses et ils seront très compétitifs face au BTS français parce que je pense que c'est une meilleure formation. Et si on leur dit, vous devez aller voir dans le marché du travail, Genevois, Vaudois, Neuchâtelois, s'il n'y a pas des gens qui collent et vous devez admettre que peut-être ils coûtent un peu plus cher et que peut-être pendant 3, 4, 5 mois, il faut accepter quand le poste qu'ils avaient avant, le poste que vous leur donnez, ils doivent un peu s'adapter. Si vous agissez de cette manière-là, vous faites quoi? Vous dites aux entreprises, et là en réalité les entreprises privées sont les acteurs majeurs, on peut bien s'énerver sur les 3-4 régies publiques, et je suis tout à fait favorable à ce qu'on le fasse, il n'y a pas de problème qu'on leur mette des règles, mais on doit agir sur le secteur privé. Et qu'est-ce qu'on leur dit comme message politique? On leur dit, vous profitez de cette croissance. C'est évident, vous profitez de cette croissance. En plus, on vous a baissé les impôts. Ça fait 20 ans qu'on fait que de vous baisser les impôts. Vous, entre guillemets, les entreprises. La RIE 2, la RIE 3, on a fait que de vous baisser les impôts. Et bien, vous rendez un bout aux gens qui sont en Suisse. Vous leur mettez quoi comme bâton pour les obliger à faire ça? Parce qu'aucune entreprise qu'on connaît on l'a fait avec le 121, la mise en œuvre de l'initiative. Va faire spontanément réduire spontanément sa marge de l'article 121A. On a dit, on applique pour les beaux yeux de la Confédération. On a dit avec la mise en œuvre de l'article 121A de la Constitution, on a dit qu'on obligeait dans les branches en tension les employeurs à s'adresser d'abord aux ORP. Le problème, ça s'appelle la préférence cantonale. Ça s'appelle la préférence aux résidents, la préférence aux travailleurs. En fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté de l'appliquer. Non, il n'y a pas de volonté de l'appliquer. Et le gouvernement genevois, je suis désolé, je ne me sens pas responsable, il n'est pas spécialement de gauche, il ne travaille pas suffisamment. Parce que la vraie alliance à la fin, c'est en effet, comme l'a dit Mme Zaki, entre des entreprises qui disent, bon, moi, entre une masse salariale à 120 000 francs pour un Français informaticien et puis à 150 000 pour un Suisse, j'ai vite fait mon choix. Et ils ont raison. Il faut aller les contraindre. Sur la question des apprentis, mais ça peut se faire demain. Vous mettez des pénalités, des contributions plus élevées au fonds de formation professionnelle paritaire lorsque vous ne formez pas d'apprentis. Tout à coup, il y a des entreprises qui disaient c'était impossible, vous allez voir, tout à coup, c'est possible. Parce que s'il faut payer 20, 30 000 francs parce qu'on ne forme pas d'apprentis, ils vont faire l'équation différemment. Donc c'est totalement possible. Oui. Une exagération justement des pouvoirs publics qui laissent trop faire les entreprises, notamment à Genève. Dans ce qu'a dit M. Gaillard, il y avait des choses justes, notamment qu'on avait baissé les impôts pour les entreprises. Mais rappelons quelque chose qui va moins vous faire plaisir, c'est que un des facteurs de la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'augmentation de la taille de l'État. Puisque quand l'État croît indéfinément, c'est des personnes qui vont travailler là parce qu'il y a des meilleures conditions salariales. Voilà. L'État va devenir le zoo l'atelier protégé des salaires dans l'avenir. Donc là, est-ce qu'effectivement, il ne faut pas les réserver en priorité aux Suisses, puisque effectivement, c'est peut-être dans 10 ans ou 5 ans l'un des seuls endroits où on aura encore une augmentation des salaires, où on a encore des salaires et des postes d'ailleurs qui sont conservés. Est-ce qu'il ne faut pas justement un petit peu réguler ça? À compétences égales, à travail égal, les personnes dans le service public touchent en moyenne, comme l'a montré l'université de Lucerne, 10% de salaire en plus. Ça, c'est des écrans de fumée. C'est pas du tout des écrans de fumée, c'est des chiffres. Et puis rappelons que l'administration fédérale, pour prendre juste l'exemple au niveau fédéral, a augmenté 4 fois plus vite en termes de nombre de postes que la population depuis la création de la Suisse en 1848, la Suisse moderne. Alors, Alexandre Chevalier, effectivement, votre parti d'ailleurs jusqu'à présent, encore une fois, il est très très cool avec le monde de l'entreprise.
entreprises. Hein. Il est très, très PLR. Là, est-ce qu'il faut changer le braquet, justement? Alors, parce qu'on entend, on ne voit pas du tout de différence, comme l'a dit Mireille Zaki, entre l'UDC, le PLR, le MCG, les socialistes et les Verts à Genève. Je crois qu'on a quand même un discours en fait, qui est un petit peu différent. Il y a des questions d'alliance pour des questions électorales qui font que, évidemment, on respecte les besoins des entreprises et des marchés, mais aussi avec des quotas. Quand on dit, par exemple, qu'on veut des mesures, des clauses de sauvegarde, ça veut dire qu'on veut faire comme dans certains pays où ça choque personne, par exemple, que dans le Canada très très woke de M. Trudeau et de M. Carney, son successeur, lorsque vous émigrez, vous avez des listes en fait pour savoir à quel poste vous pouvez émigrer. Et d'ailleurs, je me souviens parce que c'est parti dans ma famille aussi en Colombie où ils sont à un moment donné émigrés, on leur a dit vous allez plutôt en fait à tel endroit qu'à un tel endroit pendant les 5 premières années pour pouvoir vous intégrer et vous assimiler. Et ça dérange absolument personne. Nous ici à l'UDC depuis des années, on dit on veut retourner à un système dans lequel, en tenant compte des besoins de l'économie, on veut choisir quel type de poste, quel type de profil et où on veut les placer. Et là, c'est la fin du monde et ce sera la fin de l'économie, la fin de la prospérité du pays, alors que c'est de toute façon faux. Il y a des choses qui sont très justes et notamment, en fait, moi, en tout cas personnellement, et je pense que pour le lycée Genève, on approuve la question notamment des CFC et de la formation. Parce qu'il y a de moins en moins, c'est vrai, il y a de moins en moins, quand même dans des assurances, moi je ne parle pas pour la mienne, mais la mobilière qui jusque-là formait beaucoup, non, mais c'est de la première main, eh bien effectivement il y a toujours eu des apprentis suisses et là effectivement ce sont de jeunes Français qui sont très sympas, très compétents. Oui. La seule question c'est pourquoi est-ce qu'on ne forme pas des locaux et qu'on va appuyer dans le deuxième. Parce que ça coûte plus cher à l'entreprise. Parce qu'on ne leur met pas de contraintes. C'était la tradition de ce pays et elle est en train de se perdre. D'ailleurs une des valeurs ajoutées qu'on a souvent eues, notamment à une époque face à la France, c'est qu'on disait on ne met pas tout le monde à l'université, on ne met pas tout le monde aux études parce qu'on sait les prendre avant, parce qu'on sait les former avant. Et c'était une grande force en fait du pays. Et aujourd'hui, effectivement, c'est en train de se perdre. Mais là, on peut trouver des points d'accord parce que dans cet accord-là, il y a une priorité effectivement aux gens ici. Encore une fois, tout n'est pas qu'une question de salaire, etc. Il y a une question de culture dans l'entreprise et ça, c'est plus compliqué de simplement mettre des mesures coercitives sur le privé. Oui, et puis les RH, la question, c'est aussi de lire les CV, parce que les CV français, ils sont un peu plus opulents, les Français savent mieux se vendre. Les Suisses, on se dit, un RH français qui voit un dossier suisse, il se dit, mon Dieu, quelle horreur, je ne vais jamais le prendre, il n'est pas assez compétent. On a assez peu de temps. Philippe, c'est vrai qu'on voit effectivement qu'il y a une attractivité. On voit là un petit extrait d'un YouTuber. Une attractivité, la Suisse est de plus en plus perçue par les Français comme un Eldorado. Peut-être à raison, parce que la France, c'est l'enfer, non? Je ne sais pas. On l'écoute et puis je vous donne la parole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a ce côté, il faut absolument tous venir en Suisse parce que sur la France, c'est trouver des salaires acceptables, des conditions de travail acceptables. On écoute vite et puis après, je vous fais répondre. Une erreur que font ceux qui cherchent à travailler en Suisse, c'est de postuler sur la même plateforme. Il n'y a pas que JobUp. Dans le même canton, je le dirai jamais assez, il n'y a pas que Genève. De la même façon, tu as aussi des agences de placement. Tu peux appeler pour certains secteurs, te déplacer dans exactement le même poste. Peut-être que tes compétences sur d'autres secteurs peuvent jouer en ta faveur. En bref, arrêtez de vous limiter. Arrêtez de se limiter. Il y a énormément de youtubeurs et de tiktokers qui, justement, vendent la Suisse et expliquent comment il faut venir en Suisse. Parce que, voilà, en France, actuellement, il y a une petite crise du consentement à l'impôt. Ce qui peut se comprendre parce que la taxation en France est excessivement élevée. C'est le grand débat en ce moment en France. Alors, si on est en bonne santé, évidemment, c'est plus intéressant de travailler en Suisse. Après, la Suisse coûte cher aussi. Mais c'est le paradoxe que relevait Mireille Zaki, c'est qu'en fait, est-ce que les Français sont plus d'accord de travailler en Suisse, même de travailler en nombre d'or, que de travailler en France? La Suisse a une image assez formidable, malgré tout. Oui, mais les Français passent pour des flemmards. Et on voit mais non, pas les Français qui veulent aller en Suisse. Mais arrêtons. Les Français qui veulent aller en Suisse sont prêts. Les Français qui veulent aller en Suisse sont prêts. C'est l'image que les Français ont, effectivement, en France, de dire, voilà, ils ne travaillent pas suffisamment, etc. Et là, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord de venir en Suisse à des cadences beaucoup plus importantes. À des cadences plus importantes. Bien sûr, à des cadences plus... C'est pas tous les Français. Ces Français-là sont prêts à se relever les manches, comme on dit, et à travailler beaucoup pour gagner plus. Ils sont prêts à travailler plus pour gagner plus. Mais la question qui se pose dans l'immigration, par exemple en France, en Suisse, c'est la question que je vous pose après tout. C'est que les gens qui postulent en Suisse
peut-être qu'ils ne veulent plus certains travails, peut-être que ça ne les intéresse plus et que ça intéresse des Français. Il y a des postes... C'est là où j'aimerais intervenir. Je pense que c'est une des grandes questions, c'est l'employabilité des gens sur place. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que le chômage était concentré. Mais je vous lance juste pour la fin, parce qu'effectivement, la question, on revient, c'est est-ce que c'est une vraie plus-value ou aujourd'hui, est-ce qu'on est allé trop loin et il faut revenir en arrière, parce qu'en réalité, on n'a pas un vrai retour sur investissement avec ce type d'employés un peu middle. On ne parle pas du haut, on ne parle pas du bas, on parle de cette tranche un peu moyenne. Les métiers qui constituent les effectifs du chômage sont exactement ceux où il y a le plus de frontaliers aujourd'hui, et c'est vraiment une affaire d'arbitrage salarial de la part des entreprises qui ont tout à fait raison d'ailleurs de prendre le moins cher pour le même service. Et donc ce qu'il nous faut à Genève, c'est des partis de droite principalement qui sont capables de défendre le travailleur genevois, ce qui est normal. Ou de gauche, hein, puisque finalement le Parti socialiste... Il ne défend pas assez, mais on a vraiment besoin de gens qui se mettent du côté des... Parce que tant qu'on est dans le monde des milieux économiques qui vont défendre les marges des entreprises, on va rester bloqué. Et d'ailleurs, on voit que la droite n'est pas élue au Conseil d'État, à cause peut-être aussi de ça. Ce manque de défense du travailleur genevois aussi a pu jouer un rôle, hein, puisque clairement, il y a des chômeurs ici qui ont besoin d'avoir une chance de pouvoir s'insérer dans les secteurs où on leur préfère les frontaliers, très clairement. C'est factuel. Vous faites le job dans le canton de Vosges, mais à Genève, vous ne faites pas assez le job sur la défense des travailleurs. On fait tout ce qu'on peut. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez raison, on a aujourd'hui des professions un peu intermédiaires en termes de qualification dans les services où historiquement il y a peu de protection, par exemple salariale, il y a peu de conventions collectives. Et là, c'est vrai qu'un jour, une action un peu décidée des partis proches du patronat qui dirait maintenant on doit en fait faire avancer le modèle suisse qui est aussi celui de la convention collective et on doit définir des salaires qui sont corrects, ce serait évidemment nécessaire. Moi, j'aimerais simplement alerter contre l'illusion que résilier la libre circulation des personnes va tout à coup résoudre le problème. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le statut de frontalier existait avant. Il y avait davantage de main-d'œuvre étrangère. C'est très bizarre à entendre, mais je le répète, il y avait davantage de main-d'œuvre étrangère dans le total de la main-d'œuvre en Suisse dans les années 60 que maintenant. Mais ils n'étaient effectivement pas installés avec la libre circulation des personnes. Ils étaient saisonniers, ils étaient sur des contingents, ils restaient parfois très longtemps. Ils maîtrisaient l'immigration. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque... Et on exploitait aussi. Voilà. Mais moi, j'aimerais juste finir sur un tout petit point. C'est que aujourd'hui, ce qui est sur la table de la cuisine des gens, c'est des primes maladie qui ont plus que doublé depuis le début de la décennie. C'est des salaires qui ont stagné depuis 10 ans et c'est des baisses d'impôts. C'est des loyers qui ont explosé, quasiment doublé sur l'arc lémanique. Et puis, c'est des impôts qui, honnêtement, je pense qu'il y a des gens de la classe moyenne qui nous écoutent, ils le savent. Si on les a baissés pour quelqu'un, c'est en tout cas pas pour eux. On les a baissés parfois pour les grandes fortunes dans certains cantons et on les a énormément baissés pour les entreprises. Alors, le problème, il est là. Alors, qui veut résoudre ce problème en créant moins d'emplois, alors qui se présentent, qui me disent « il faut vraiment qu'on crée moins d'emplois, ça va résoudre le problème ». Je ne vois pas le rapport. Par contre, on a ici, si vous voulez, l'UDC qui nous agite le chiffon en disant « regardez, le problème, c'est la main-d'œuvre immigrée ». Ça n'a aucun rapport avec tout ça. La question, c'est est-ce qu'on maîtrise les loyers, c'est-à-dire est-ce qu'on limite les rendements que les gens qui proposent des logements peuvent avoir? Est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des conventions collectives ou pas pour faire progresser les salaires? Est-ce qu'on arrête enfin, d'augmenter les impôts sur la classe moyenne avec les primes d'assurance maladie? Tout ça n'a rien à voir avec la libre circulation des personnes. Et donc, moi, j'en ai marre de cet écran de fumée qu'on nous met, comme si, en réalité, aller taper sur la tête des immigrés et faire en sorte qu'ils aient des statuts plus précaires, parce que c'est le but avoué de l'initiative sur la Suisse à 10 millions et des résilients, de ceux qui veulent résilier la libre circulation des personnes. Mais on parle d'immigration de l'Union européenne, on ne parle pas non plus d'immigration d'Afrique. Monsieur Chevalier l'a dit, on continuera à aller les chercher. Ils auront des contingents, il y aura des contingents infinis pour l'économie, comme dans les années 60. L'économie passera commande des contingents, les recevra. Simplement, les gens seront tellement terrifiés, tellement mal défendus, ils auront des statuts tellement précaires qu'ils accepteront encore plus de salaires trop bas. Je vais donner juste un mot parce qu'il faut absolument qu'on conclue. Alexandre Chevalier sur l'UDC. 80 000 personnes en fait, qui arrivent par an. On va nous dire que ça n'a aucune influence sur les loyers, sur l'incapacité à se loger et sur la cherté des loyers. Je veux dire, on ne peut pas l'entendre. Je vous le montrerai par des chiffres. Dans une ville comme Genève, où en fait on ne peut pas déménager, on a des problèmes de partout.
partout, dans les loyers, dans les immeubles. Il y aura moins maintenant parce que la Genève internationale est en train on verra ce que ça libère et puis comment se comportent les régies. Mais la question, c'est qu'on ne peut pas entendre quand les infrastructures ne suivent pas, lorsque les écoles ne suivent pas, lorsqu'on fait venir des gens, des familles entières, on ne peut pas dire que ça n'a aucune influence. La croissance de ce pays, elle est exponentielle en termes de nombre d'habitants par rapport à tous ses voisins européens. Et on continue en fait à faire comme si, à le masquer comme si ça posait pas de problème. Bien sûr que ça pose un problème. Et bien sûr qu'avoir le choix, décider comme un pays comme le Canada, encore une fois, qui sur toutes les autres questions est un pays extrêmement ouvert, voire woke, ça pose pas de problème. Pourquoi ici ça en pose rien? Et enfin, est-ce qu'on veut vraiment être un pays comme l'Espagne où les jeunes, 75% des jeunes rêvent d'être fonctionnaires, c'est-à-dire des pays en fait où tout est dans les chiringuitos, comme on dit en Espagne. Chez nous aussi, de plus en plus, c'est l'Eldorado. Est-ce qu'on veut devenir ce pays-là? Est-ce qu'on veut simplement des chiffres macro avec du PIB? Les gens de ce pays, est-ce qu'on veut des chiffres macro avec des PIB, mais que les gens en fait soient de plus en plus pauvres avec des working poor? Non, on ne veut pas de working poor, on ne veut pas des chiffres macro PIB qui plaisent à l'économie, mais qui font que les gens s'appauvrissent dans le pays. Si on n'est pas capable de protéger les jeunes voix, les ménages, alors on ne peut pas gérer la croissance. Effectivement, on doit gérer la croissance. Le mot de la fin, Jean Solonier. Est-ce que l'économie, les cantons, les partis, à part l'UDC, sont tous déconnectés de la population? Tout le monde est déconnecté, souvent au niveau des partis. Il y a l'impression qu'il y a un grand juste rappeler que la pénurie de main-d'œuvre touche toutes les qualifications, c'est pas seulement les emplois faiblement qualifiés. Là, on a zoomé sur les frontaliers, mais après on est passé à la libre circulation, ça n'a effectivement rien à voir. Tout à fait d'accord avec Benoît Gaillard. Maintenant, les entreprises cherchent du monde pour tous les échelons de compétences. Alors ça n'a pas complètement rien à voir, encore une fois, sur un canton comme Genève. Effectivement, il y a des frontaliers qui sont des Suisses. Il y a une grande partie même de Français qui s'installent en Suisse parce que tout compris, en fait, ça leur... Ce que je voulais dire, c'est que la population fait le lien. C'est quand même totalement, en fait, imbriqué, en réalité. On ne peut pas complètement opposer les deux. Oui, mais effectivement, si on résilie à la circulation, ça ne change rien. Et de toute façon, on ne va pas la résilier parce qu'effectivement, on va revenir, parce que ça, on parle de cet accord cadre, c'est ce nouveau package de bilatéral. 3 qui devrait être voté peut-être d'ici la fin de 2027. On n'est même pas sûr encore de la date. La question, de toute façon, c'est l'augmentation encore de la libre circulation. Mais même si on votait non, il y aura toujours la libre circulation. Sauf si on répond oui à une autre initiative de l'UDC qui est de plafonner la Suisse à 10 millions. Donc on verra tout ça. On va y revenir. On vous remercie beaucoup parce qu'évidemment, c'est un sujet absolument crucial. La Suisse s'est faite, elle est au centre de l'Europe. Elle s'est nourrie des autres. Et en même temps, il y a toujours aussi eu des questions de choix et de savoir comment on pilotait dans une période qui est plus compliquée que la nôtre. Je dirais quand même un chiffre aussi, c'est vrai que le chômage augmente en Suisse, notamment chez les jeunes, et qui baisse en France, et notamment chez les jeunes. Donc il y a peut-être effectivement des choses un tout petit peu à ajuster. Je vous remercie beaucoup. On va y revenir évidemment très abondamment, puisque c'est l'agenda que l'UDC nous fixe, avec de grosses votations sur cette limitation des travailleurs et des sujets évidemment épidermiques, parce qu'on voit vos réactions, on les entend depuis un moment d'ailleurs, et qu'on va travailler ça de façon assez intelligente, posée et constructive. Merci beaucoup. Merci Alexandre Chevalier, merci Mireille Zaki, merci Philippe Val, et qui est un grand plus pour notre émission. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes un immense plus, pour toutes sortes de raisons, à commencer par votre intelligence. Et donc... Et nous, alors, les jeunes voix. Mais vous êtes quasiment toujours là, Mireille Zaki. Vous êtes quasiment toujours là. En l'occurrence, justement, après avoir contesté la possibilité que ça soit légitime de mettre des Français, je fais ce point de situation. Et Jonas Solonier, merci infiniment, à très vite. Et donc, à regarder, même en rétrospective, la GFI aujourd'hui, qui est consacrée intégralement, il y a d'autres articles aussi qui sont consacrés, à ces accords bilatéraux, le regard libre, Trump, le mercantilisme, ce mois-ci, et sur l'enfance en déshérence, sur laquelle on reviendra. Merci beaucoup, Benoît Gaillard, d'avoir été parmi nous. Et puis, effectivement, les fronts vont se durcir encore sur ces questions-là. Vous êtes dans la partie qui défend la libre circulation, mais en même temps un petit peu empruntée quand même. Hein. Il faut simplement ouvrir les bons fronts. Mais je me réjouis de poursuivre le débat. Au revoir, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et on vous retrouve la semaine prochaine. Évidemment, le point est à retrouver surtout en replay sur YouTube et les autres sites afférents. Et on vous remercie beaucoup. Très bonne soirée à vous toutes et tous.